Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, Jess Kills aka Zara Mani pour les intimes, comment tu vas? Ça va très bien, merci, et vous? Ça va, Ça tranquille. va, tranquillou. 21h heure française, midi heure américaine chez toi, tout va bien. Avant de démarrer, je me permets de présenter pour ceux qui nous rejoignent le podcast. Donc, le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P. Et il se trouve sur les différentes plateformes de podcast, donc sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent, chers auditeurs, et n'hésitez pas à aller checker les épisodes d'avant si vous appréciez celui-là. Peut-être que dans un premier temps, pour démarrer tranquille, tu peux te présenter. Ouais. Alors, Big Girl Jess Kills, née à Paris, en France, et à 18 ans, je suis partie à New York. Donc, en fait, j'ai commencé le break à New York. Donc, je suis arrivée à New York, j'avais 18 ans, juste après le bac. En fait, à la base, je devais partir juste pour un an, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. J'étais déjà danseuse, mais je faisais plus du style debout, popping, locking, tout ça. J'avais commencé avec Tony Mascott. Et en fait, j'aurais dû partir dans la West Coast, mais comme New York, c'était plus près, j'avais 18 ans, ça me paraissait un meilleur choix. Et en fait, je suis arrivée donc 10 jours avant le 11 septembre. Donc, bienvenue aux States. Ok. Et en fait, je suis tombée par hasard, vraiment. Je cherchais un endroit en fait pour aller m'entraîner et on m'a dit, va dans le Bronx, il y a un endroit qui s'appelle Hunts Point où il y a des gens qui s'entraînent et tout. Et donc, je suis partie là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai vue, c'était un cercle avec des b-boys et des b-girls. Et franchement, je suis tombée, mais c'est assez cliché, mais je suis tombée in love avec le break et surtout avec sa culture. Et donc là, je me suis vraiment lancée dedans. Et en fait, un an, ça fait maintenant 20 ans que je suis, je suis aux States. Et donc, j'ai passé 7 ans à New York. J'ai fait partie du Rocksteady Crew pendant 7 ans. Et après ça, j'ai pas mal galéré pour avoir mes papiers aux États-Unis. Donc pendant 7 ans, c'était la grosse galère. Je faisais des spectacles de rue en fait pour pouvoir survivre, on va dire. Je faisais des allers-retours en France histoire de pas être illégale, mais sinon, c'était vraiment la grosse galère. Et dès que j'ai eu mes papiers, en fait, tout le monde me disait ouais, il faut absolument que tu viennes à LA. Tu vas travailler, tu vas à Hollywood, etc. Et donc, c'est vrai que quand tu galères pendant des années et que tu aimes en fait ce que tu fais, tu te dis, tu sais quoi, je vais tenter ma chance. Donc, j'ai déménagé à Los Angeles il y a 11 ans. Et c'est vrai que j'ai très rapidement travaillé dans les films, dans les pubs, etc. Mais après, au bout de quelques années, j'ai été très, très rapidement désenchantée, on va dire, par l'expérience hollywoodienne. Et c'est là que j'ai eu la grande inspiration, en fait, de revenir à mes sources. Et New York me manquait beaucoup, en fait. La culture, la mentalité. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de réunir, en fait, euh, la mentalité new-yorkaise qui, moi, m'a toujours, en fait, convenu, m'a toujours parlé au max, et la faire venir à LA. Et parce que c'est vrai qu'à Los Angeles, à l'époque, en fait, il y a 11 ans, comme Los Angeles est une super grande ville, tout le monde est un peu... tout le monde est super éloigné. Et donc, en fait, les événements, ils se passaient, mais c'était pas ces événements, en fait, où les gens venaient pour faire les compétitions. Il n'y avait pas vraiment d'échange, il n'y avait pas vraiment de culture, en fait, profonde dans ces événements-là. Et tout le monde, en fait, avait un espèce de manque de culture. Et c'est vrai que, de par mon inspiration new-yorkaise, j'ai décidé de créer Cypher Addicts. Et en fait, je pensais pas du tout que ça allait devenir ce que c'est devenu. Et donc là, ça fait. Là, en fait, cette année, c'était les 10 ans de Cypher Addict. Et, et évidemment, j'ai pas pu les fêter comme il se doit, parce que franchement, ça serait vraiment le Covid festival, tu vois. Donc, mais là, en fait, c'est les 10 ans. Donc voilà, ma présentation, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais en gros, voilà, ça fait 20 ans que je suis dans le break. Et, et à travers Cypher Addicts, en fait, ça me permet de faire, en fait, passer certains messages aussi, qui est de préserver la culture. Je me suis aussi servi de Cypher Addicts pour développer et ouvrir des portes pour les big girls, parce qu'il faut dire que franchement, au niveau opportunité, c'était pas trop ça. Autant le level, il s'est développé au max, mais autant les opportunités, ça restait pas grand-chose. Euh, voilà, et donc à travers ça, j'ai pu faire des battles en fait entre big girl et b-boy,
mais en mode underground. Et ça, je pense que ça a Mm. ouvert les yeux à pas mal de promoteurs, à pas mal de grands événements qui ont en fait ouvert certaines plateformes comme BC One et d'autres, quoi. Donc voilà. Ok, Cypher Addicts, on va y revenir pour voir avec toi un petit peu ce que c'est, comment t'en parles, et aussi les premières pierres que tu as mises sur l'avancée de la considération des big girls, etc. Mais avant, je reviens juste sur un petit détail. Quand tu arrives aux États-Unis et que tu vois le premier cypher de break dont tu parles, qui direct te fait te dire waouh, c'est un truc de ouf, la culture et tout, euh, t'avais déjà vu du break en France ou pas? Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que même les gens, ils sont un peu confus. Ils se disent, mais attends, en France, enfin, on a quand même une histoire assez, une super histoire au niveau du break. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai loupé la vague. Euh, En fait, toutes les années où vraiment le break, tu vois, Châtelet, etc. Moi, j'étais pas dans le milieu, j'étais trop jeune, ou alors j'étais même pas en fait exposée à ça. Donc, quand je me suis mis dans le funk style et qui d'ailleurs était considéré hip-hop à l'époque, c'est vrai que le break, enfin moi, de ce que j'en voyais, en fait, ça me parlait pas tant que ça parce que c'était assez dynamique au niveau des mouvements, etc. Mais je ressentais pas forcément la culture derrière, tu vois. Donc, Mm. j'étais plus intéressée par la danse, et c'est vrai que les funk style, ça me parlait plus. Donc, c'est pas du tout pour manquer de respect à la génération qui était avant, genre Actuelle Force, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai pas vraiment été exposée à ça. Un gros shout-out à ma sista Nacera, Hurricane. Ouais, bonjour Nacera. Ouais, franchement, voilà, j'ai trop de respect pour elle, mais c'est vrai que j'ai pas en fait grandi en entendant parler d'elle ou quoi que ce soit. Et c'est plus tard, en fait, quand j'étais déjà aux États-Unis, que j'ai pu, en fait, faire sa connaissance et en fait, trouver tellement de points en commun avec elle. Et donc, d'un côté, c'est un peu dommage parce que je me dis, bon, bah, j'aurais quand même kiffé avoir cette expérience-là. Mais après, voilà, chacun a son histoire. Et c'est vrai que bon, bah, la mienne s'est faite aux États-Unis. Euh, et, euh, et donc voilà, en fait, ouais, j'ai été exposée au break, mais c'est vrai que ça me parlait pas autant que par exemple le pop et le lock à l'époque. Et en revanche, bah, voilà, quand je suis arrivée à New York, c'est vrai que ce cercle-là, ça restera gravé à jamais parce que c'était pas forcément la danse en elle-même, c'était vraiment le- l'ambiance, la culture. Et je me rappelle en fait le premier mec que j'ai vu en fait dans ce cercle, donc c'est mon meilleur ami encore d'aujourd'hui, Mark III de Skill Methods. Et je me souviens qu'il était en train de faire des power moves dans le cercle, mais tu sais, dans le beat, quoi. Et c'est juste c'est là où en fait, j'ai connecté le break avec la danse. Parce qu'avant, c'était pas Mm. forcément le cas. Tu vois, avant, c'était plus le côté dynamique et même hardcore, mais pas forcément connecté avec la musique. Et là, en fait, Mm. voilà, c'est un peu quelque chose de magique qui fait que, ben, pour moi, en fait, c'était même plus la peine je pouvais même plus, en fait, regarder d'autres danses parce que le break était tellement complet que j'y trouvais, en fait, tout mon plaisir dedans, quoi. Et tu vois, nous, d'une petite ville, on vient de Pontcharra, c'est là où on organise l'événement Who Got the Flower, etc. Mais donc, nous, on n'a pas connu ou en tout cas pas directement connu ce que c'était que la culture hip-hop urbaine dans les grandes villes, etc. Et quand on commençait la danse et qu'on a rencontré des pionniers de la danse, des anciens, Mhm. souvent, on entend le discours de dire pour vraiment comprendre la culture hip-hop, il faut aller à New York, il faut aller à l'endroit où ça a commencé, parce que quand tu vas dans ces endroits-là, c'est comme, je sais pas, ce serait comme une sorte de step à passer pour vraiment finir de comprendre ce que c'est. Et nous, on n'est pas encore allé aux États-Unis, tu vois, pour faire ce soi-disant pèlerinage. Ouais, ouais. Toi, tu es d'accord avec ce mythe qui dit qu'à New York, on ressent quelque chose qu'on trouve pas, ou en tout cas qui nous explique des choses sur la culture hip-hop? Franchement, ouais. Parce que je le dis tout le temps, en fait, c'est même pas que au niveau du hip-hop, c'est au niveau de l'ambiance et de la vibe dans la ville en elle-même. Parce que c'est quelque chose qui me manque énormément, même à Los Angeles. J'adore vivre ici. Je me verrais pas retourner, que ce soit à Paris ou à New York. J'ai 3 enfants, donc franchement, ici, tu vois, c'est la mer, c'est les montagnes, c'est les cocotiers. Enfin bref, c'est un kiff, tu vois. Mais j'avoue que niveau hip-hop et niveau inspiration, New York me manquera toujours. Si tu peux marcher dans la rue et en fait, t'es inspiré. Il y a des gens qui sont même pas dans le break, même pas dans la danse, et ils ont un style et
un aura en fait hip-hop naturel. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es dans le métro, t'as une espèce d'ambiance. Tu peux être dans le métro tranquille et d'un coup, boum, t'as 3, 4, 5 street performers qui viennent et qui te font un show comme ça dans le métro. Tu vois? Donc ça fait vraiment partie de la culture en elle-même. Et c'est vrai que après, c'est pas forcément de venir qu'à New York, c'est aussi de venir à New York et de hang out, de chiller en fait avec certaines personnes qui, elles, vont en fait te faire visiter, te raconter leur histoire. Enfin, tu vois, donc c'est toute une ambiance qu'il faut en fait qu'il faut vivre à New York. Mais j'avoue que ouais, pour moi, c'est définitivement quelque chose à vivre. Au moins une fois dans ta vie, quoi. Si vraiment t'es à fond dans la culture et que ouais, si tu l'as jamais fait, définitivement quelque chose à faire. Et donc, tu découvres à 18 ans le break aux États-Unis qui du coup te fait prendre connaissance du fait qu'il y avait aussi du bon break en France et du coup tu te mets à re-regarder l'histoire de France avec l'actuelle force, etc. Et ensuite, dans les premiers voyages où tu reviens en France, ça s'est passé comment ta, entre guillemets, réintégration dans le milieu du break? Parce que j'imagine que tu as fait des battles en France quand tu y es revenu ensuite. Ouais, bah alors en fait, franchement, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu de réintégration, pour être honnête. Une fois de plus, ça fait partie de mon histoire. Franchement, c'est un peu comme l'immigration, tu vois, en général. Moi, je suis d'origine algérienne. Et en fait, mes grands-parents ont déménagé, enfin, sont venus vivre en France. Et ma mère, donc, était orpheline à 10 ans. Du coup, elle a été mise à la DAS à 10 ans. Donc, elle a perdu l'usage de l'arabe, etc. Même si elle est restée super attachée à ses origines, etc. Donc, c'est vrai qu'on a grandi en France. Donc, il y a déjà ce détachement avec l'Algérie. Tu vois, même si pour nous, c'est dans notre cœur, c'est dans notre sang. Enfin, on représente à fond, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, si on va en Algérie, on est considéré comme des Français. Et donc moi, j'ai ça déjà avec l'Algérie. Ensuite, j'ai ça avec les États-Unis, c'est-à-dire que d'être maintenant aux États-Unis depuis 20 ans, bah, la France, en fait, me regarde un peu comme... Enfin, je me souviens toujours que chaque fois que je venais en France, c'était ouais, l'américaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc enfin, je dirais pas que je me suis réintégrée ou quoi que ce soit. En plus, je suis quelqu'un de très loyal et donc, comme je le dis souvent, j'ai pas vraiment joué sur les deux en fait continents. Quelque chose que j'aurais pu faire. Hein. Franchement, j'aurais pu, en gros, jouer un peu sur les deux tableaux, avoir plus d'opportunités, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez loyal et par respect pour la France, où j'estimais que j'avais pas donné en fait assez de moi-même dans la culture française, je me voyais pas en fait être là à représenter sur les deux côtés. Donc en fait, je suis venue une fois pendant plus de 8 mois, mais c'était j'étais forcée en fait parce que je faisais mes papiers, donc j'étais forcée d'être en France. Et, et d'ailleurs, c'était chaud parce que franchement, je savais même pas si j'allais avoir mes papiers, si j'allais pouvoir retourner aux États-Unis. Donc j'étais vraiment le cul entre deux chaises. Et c'était chaud parce que c'est vrai que du coup, j'avais du mal à faire mes marques un peu en France. J'avais un petit groupe d'amis avec qui, franchement, on connectait super bien. Et c'est vrai qu'eux étaient assez inspirés par le style new-yorkais, etc. Donc ça a pas mal joué aussi. Mais je pense qu'il y avait aussi pas mal de personnes qui me regardaient un peu comme l'étrangère, quoi. Enfin, tu vois, donc c'était pas genre une réintégration euh, super, on va dire. Les battles, honnêtement, moi, j'ai jamais été très, très fan de battles, de compétition, on va dire. Les battles à fond, mais dans les cercles, ça, c'est pour moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis tombée en kiff aussi avec le break. Donc, les compétitions, ça a jamais vraiment été mon grand truc. Donc, j'en ai fait, ouais, en France. Franchement, c'était des bons délires, on rigolait bien et tout, etc. Et souvent, ces battles-là, en fait, sur les compétitions se terminaient souvent dans les battles, dans les cercles, en fait. Parce que mon tempérament, le tempérament français aussi, qui est assez. Dans lequel je me retrouve assez bien d'ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose, même si je suis aux États-Unis depuis 20 ans, j'ai pas perdu tu vois, mes origines, etc. Et mon tempérament. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de. Ouais, je suis pas venue très souvent en France pour juger, je suis pas venue en France très souvent pour faire des battles. Et là, franchement, c'est ma première interview française. Je pense que j'ai fait une interview avant dans un magazine, mais c'est la première fois en fait qu'on me propose une interview en France.
Donc merci les gars. Ça, Ça arrive bah, de rien. merci. Mais c'est marrant, ça me paraît fou parce que, en tout cas, moi, je sais que les premières fois que j'ai entendu parler de toi, on m'a parlé de toi comme d'une danseuse française de break, Ah tu ouais? vois. Et pour moi, ouais, j'ai toujours eu l'impression d'entendre Bah, écoute, parler c'est hyper de toi en intéressant tant que danseuse française qui représente aussi la France en tout cas. Et qui, moi, j'avais l'impression que t'étais quand même dans le coin, même si tu vivais aux ah États-Unis. ouais, J'ai pas mais du tout eu franchement cette ça me fait image-là. plaisir, j'ai jamais vraiment ressenti ça de la France, mais d'entendre ça, en fait, ça me touche, ça me fait plaisir. Et puis ça a jamais été mon intention en fait, de faire genre, tu vois? Non, non, moi la France non, pas du tout. C'est non, non, honnêtement, c'est plus une question de respect et puis, heu et puis de toute façon, c'est pas vraiment dans mon tempérament de vouloir, ou même dans ma personnalité chercher des titres ou, enfin, c'est juste moi, voilà, je fais mes trucs tout ce que je fais, en fait, je le fais par passion et donc je me pose pas vraiment de questions sur comment je suis définie, en fait, ou même comment je me définis, tu vois? Je dis les choses un peu comme ça, naturellement et c'est vrai que moi, de mon ressenti, bon, bah, même quand j'en parle avec Nas, c'est vrai qu'elle me dit: «Oui, oui, non, c'est vrai que toi, bon, bah, tu es considérée comme, française, oui, d'origine algérienne, mais bon, au niveau du break, c'est voilà. Même au niveau de mon style, je dirais toujours New York. Je suis ici depuis 11 ans, Mm. j'ai créé Cypher Addicts dans la West Coast, mais mon style, c'est New York. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais encore avec l'immigration, c'est-à-dire que même maintenant, au bout de 20 ans, j'ai encore des gens dans la East Coast, même à New York, qui essayent en fait de me prendre, enfin de réfuter ça en fait et de me dire en gros, bon, t'es pas non plus américaine, etc. Et j'ai envie de dire, au niveau du break, enfin pour moi, peu importe ce que les gens disent, je suis définitivement New York style du début jusqu'à la fin. Mais après, c'est vrai qu'il y a l'évolution, aussi par respect et par rapport à la West Coast, j'ai beaucoup de respect pour eux, pour leur histoire, et aussi le soutien que j'ai reçu à travers Cypher Alix. Donc pour moi, en fait, c'est vrai que c'est dur de me définir. J'ai un peu l'impression de faire partie de tout et de rien en même temps, tu vois. Et voilà, il y a des moments où c'est vrai que bah, tu te poses des questions et quand tu sais pas vraiment où te situer, tu vois, ça peut tu te remets un peu en question. Et puis je me rappelle en fait qu'à la finale, voilà, c'est mon histoire, c'est propre à moi et que tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait par amour et par kiff. Donc à la finale, peu importe ce que les gens pensent ou ce qu'ils ressentent, voilà, on a chacun en fait notre parcours et c'est ce qui compte en fait. Mm. Je sais qu'en France, on peut voir quand même différents styles, suivant les régions, où on se trouve et tout ça. Aux States, toi qui a fait New York et après qui a vécu à LA, est-ce que tu ressens aussi cette différence de style, au niveau, bah, des Ouais. moves qu'ils peuvent faire? Et si du coup il y en a une, est-ce que tu pourrais mettre des mots sur, les styles qu'on peut retrouver ou pas? Je suis pas très forte au niveau des mots, etc. Mais c'est vrai qu'il y a définitivement, pour moi, c'est pas forcément les mouvements, la danse en général, c'est plus l'énergie. C'est vrai que quand tu vas à New York, enfin, le style new-yorkais, c'est hyper. Même si tu as des gens qui vont être beaucoup plus acrobates, beaucoup plus dynamiques et d'autres qui vont être peut-être plus fondation, etc. Tu as quand même une approche propre à New York. Moi, je sais que à New York, enfin, il y avait, t'as une espèce de règles, comme des règles de conduite en fait, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que ça choquait souvent les gens quand j'allais ou à Los Angeles ou à Paris. Un exemple tout bête, quand tu as un entraînement, tu vois, à New York, en fait, on a chacun nos petits entraînements de quartier en fait. Et c'est vrai, quand tu vois quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui vient dans ton entraînement, tu les regardes un peu comme ça, genre, ah ouais, qui vous a dit de venir ici et tu fais un peu le test. Ça peut soit tu fais des petits battles comme ça, en mode, genre, tu t'entraînes, mais en fait, tu sais très bien que tu es en train de te tester, etc. Mais c'est en fait comme un peu un test d'entrée, en fait. Et en gros, c'est comme ça que tu t'es accepté à l'entraînement, tu vois. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie à Los Angeles, je me rappelle trop bien, j'étais à cet entraînement. Bon, c'est à Debbie Reynolds, ils ont fermé maintenant, c'est un centre de danse et tout. Et, c'est vrai que nous, enfin, j'étais là-bas, il y avait B-Boy Kamel qui était là-bas aussi. Et là, on voit, je crois qu'il y avait trois gars, on aurait dit des Vikings, tu vois. Et je dis, c'est quoi ces gars là qui viennent? Je les ai jamais vus avant et tout. Et ils commencent à briquer. Je fais, en plus, ils ont du style.
Je dis, mais c'est bizarre, on dirait, enfin, j'arrivais pas trop à cerner en fait d'où il venait. Mais pour moi, c'était un peu des intrus, quoi, tu vois. Donc, direct avec Kamel, on est parti dans les cercles et tout, on a fait les échanges. Et en fait, j'ai appris après que c'était Flomo, tu vois. Donc, il y avait Hat Solo et 2 de ces gars, il y avait pas Focus. Mais en gros, enfin, tu vois, c'était instinctif. Et c'est notre premier, moi, c'était ma première rencontre avec Hat Solo, quoi. Donc, à jamais, enfin, voilà, c'était comme ça qu'on s'est fait les présentations. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en France, par exemple, quand je venais et qu'il y avait les entraînements, euh, c'était, enfin, je voyais que la mentalité était différente. Tu devais en fait faire le cercle, tu serres la main à tout le monde, mais tu sais, genre, tu vas que tu ailles dans les. Enfin, il y avait vraiment tout un délire, et c'est vrai que bah, pour moi, il fallait que je réapprenne tout ça, quoi, tu vois. Mais bon, pour revenir au style aux États-Unis, il y a définitivement des styles d'approche différentes. Philly, c'est encore un autre délire. Eux, c'est hardcore, mais je dirais que c'est un mix en fait, parce que eux, c'est vrai que c'est hyper dynamique, mais en même temps hyper musical. Euh, la West Coast, c'est définitivement dynamique aussi. Mais après, il y a tellement de gens qui ont déménagé dans la West Coast. T'as toute la Floride qui a bougé à la West Coast, t'as toute la East Coast. Donc en fait, maintenant, je dirais que c'est plus mélangé, mais ouais, il y a définitivement des styles différents et des approches différentes. Et j'ai envie de faire le lien aussi avec, au niveau du rap, je sais qu'il y a eu J'avais des trop envie de faire le lien. je sais qu'il y a eu il y a eu un peu ce truc de, à l'ouest, à l'est et Ouais, conflit entre les 2 côtés. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu la même chose en break ou pas? Et même en danse, de manière générale, au State ou pas? Euh, je l'ai jamais, moi personnellement, dans mes 20 ans avant, je pense, tu vois, les années surtout dans B-Boy Summit à l'époque, où c'était dans la East Coast, c'était les Rocksteady Anniversary à l'époque, euh, il y a plus, je dirais pas forcément au niveau de la danse en elle-même, mais définitivement au niveau de comment les gens en fait s'expriment. Et c'est vrai que de toute façon, les New-Yorkais, euh, bon, ils vont toujours avoir cette euphorie de pouvoir dire, voilà, nous, on est New-Yorkais et le hip-hop, il est né à New York. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce d'un peu de sentiments ils sont un peu au-dessus des autres. Et à côté de ça, tu as la West Coast qui est en mode, non, mais attends, nous, notre histoire, elle est trop riche et tout. Euh, donc chacun un peu se gargarise un peu dans, dans leurs histoires, tu vois. Mais après, je dirais pas que c'est autant. C'est pas comme le rap, parce que le rap, de toute façon, t'as même pas besoin d'être dans la même ville, tu peux faire des battles virtuels comme on fait maintenant, on va dire, avec depuis le Covid. Mais le break, ça reste encore très. Si t'es pas dans le même cercle ou dans la même compétition, en gros, ça voyage pas autant que le rap. Tu vois ce que je veux dire? Et le rap, la différence du rap aussi, c'est que ça atteint beaucoup de gens même qui sont pas rappeurs. Donc tout ce qui est drame, tout ce qui est machin, ça devient beaucoup plus amplifié. Alors que le break, bon, si t'es pas dans le milieu du break, franchement, les gens, ils s'identifient. Ouais. Ouais, voilà. Et je pense que ça changera peut-être avec les Jeux Olympiques. Mais là, pour l'instant, le break, ça n'a pas évolué comme le skate, par exemple, où même des gens qui n'ont jamais fait de skate de leur vie vont acheter un skate à leurs enfants. Donc forcément, tout ce qui est drame ou quoi que ce soit, tout le monde est un peu dans le bain. Le break, bon, je pense qu'il y a eu pas mal de conflits, oui, dans certains, je dirais plus certains b-boy ou b-girl entre eux, mais en général, moi personnellement, je ressens pas forcément ce conflit du tout. Ok. Et pour revenir sur le parallèle avec le rap, tu sais, dans le rap, souvent on dit que tu as le West Coast qui, peut-être pour des raisons géographiques, parce que comme tu le disais, c'est la plage, c'est le soleil, etc. Il y a des vibes vachement plus chill dans les sonorités, dans les musicalités, Ouais, alors que côté East Coast, New York, etc., ça va être peut-être des instruments un peu plus agressifs, ou en tout cas plus incisifs, plus tranchés. ouais. Et peut-être que ça s'explique par la géographie, mais aussi peut-être par l'histoire des 2 zones, etc. Est-ce que dans le break, tu retrouves ces mêmes différences? Est-ce qu'on peut dire que sur la West Coast, quand même, il y a un truc plus chill dans la manière de breaker? Euh, Parce qu'en vrai, là, je pense à un breaker de Los Angeles, je sais pas s'il y a toujours vécu, mais quand tu vois Casper, par exemple, bah, dans sa manière de breaker, il est pas du tout chill, je trouve, tu vois, il a un truc Ouais, très mais tu vois, incisif. pour moi, Casper, il me donne beaucoup de vibes new-yorkaises. Hmm. Tu vois, bon, après, son mentor, c'est aussi Kamel. Euh,
MZK, qui est beaucoup basé sur New York aussi. Donc, quand je vois en fait le style de Casper, je pense pas forcément West Coast. Moi, quand je pense West Coast, je me dis, tu vois, il y a bon, les gens qui me parlent comme ça, mais bon, t'as quand même Easy Rock, mais c'est vrai que Easy Rock, bon, bah, dans son style, c'est quand même c'est Rocksteady aussi, qui est aussi super basé sur New York. Et Je One, bon, à la base, elle est pas de la West Coast, mais bon, elle a quand même, enfin, son break est influencé par la West Coast. Bon, après, ça, c'est des gens qui viennent aussi d'une certaine génération, euh, hyper inspirés par New York. Donc, c'est vrai aussi que c'est pour ça que je te dis, bon, t'as Ça se mélange, quoi. un exemple parfait pour moi, voilà, Lil Rock. Ça, pour moi, c'est la West Coast, Little Caesar, tu vois, enfin, c'est vraiment des styles où c'est beaucoup plus dynamique. C'est pas forcément dans la danse ou dans la précision des footwork, c'est vraiment dans enfin, c'est dans, c'est, je dirais que c'est un peu, bon, t'as aussi Stuntman, tu vois, c'est des styles un peu comme ça qui sont, en fait, bah, t'as aussi Style Elements, tu vois, Style Elements comparé à Rocksteady Crew, bon, bah, c'est le jour et la nuit. Donc ça, je dirais que c'est une bonne description en fait de la West Coast et de la East Coast. Euh, Quand tu vois la East Coast, c'est quand même super fondation, le désir de vouloir préserver cette culture. La West Coast, c'est plus le désir de faire de casser un peu cette fondation, non pas par manque de respect, mais plus par, voilà, non, on s'identifie comme différent et on est un peu l'évolution, on va dire. Remind, c'est la West Coast. Voilà. Donc ça, Ok, c'est un bon exemple. dire ou pas, c'est des styles ça reste du break, mais ça part dans un autre, Ça prend des libertés, quoi. voilà, qui je pense, ils ont aussi été beaucoup jugés. C'est pour ça que je pense que moi aussi, j'ai pas vraiment eu cette expérience de par l'année dans laquelle j'ai commencé à breaker. Mais évidemment que eux, alors à l'époque où ils breakaient, je- je- bien sûr qu'ils ont eu beaucoup de jugements de par la East Coast ou quoi que ce soit, qui disaient qu'en fait, c'était pas des breakers, c'était des gymnastes ou des house dancers ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je pense que eux, ils l'ont définitivement ressenti. Et même si aujourd'hui, ils sont considérés comme des légendes ou des grandes inspirations, bah, ça en est passé par la période, enfin, Crumbs, par exemple. Je sais que moi, quand j'ai commencé à breaker, bon, même au début, j'entendais encore des gens qui disaient, non, mais lui, c'est pas un breaker, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est quand même respecté et qui a inspiré des tonnes de personnes. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas son style, ça reste une grande inspiration pour beaucoup de gens. Et c'est définitivement West Coastal comparé à la East Coast, tu vois. Hmm. Donc, voilà. Et quand t'arrives, que tu vois les premiers breakers et que du coup tu te retrouves un peu à sociabiliser avec des breakers et qui te forment, ou en tout cas je sais pas exactement comment ça s'est fait, au niveau de la transmission et de la pédagogie, ça se passe comment aux États-Unis? C'est quoi les premières choses qu'on t'apprend? Alors en fait, même par rapport à comment en fait j'ai commencé le break et comment ça s'est passé pour moi, franchement, j'ai l'impression que ça aussi c'est propre à mon histoire. Parce que même quand j'entends maintenant les big girls, surtout celles qui sont aux États-Unis, et qui racontent un peu leur parcours et leurs difficultés, c'est vrai que je me dis, mais c'est incroyable comme on a tous et toutes en fait une expérience différente. Moi, en fait, tout s'est fait, mais vraiment naturellement. Comme je dis, je suis partie à New York, ça avait aucun rapport avec le break. Et, euh, et en fait, la personne dont je vous parlais, donc Mark III, qui est devenu mon meilleur ami, c'est aussi devenu un frère parce que moi, bah, je fais partie d'une famille assez nombreuse. On est 7 enfants, je suis l'aînée. Donc, je suis partie à 18 ans, je parlais pas un mot d'anglais. Euh, j'ai eu mon bac littéraire, mais franchement, l'anglais, voilà, quoi, je crois que j'ai eu 9 sur 20, c'était catastrophique. Euh, et donc, quand je suis arrivée à New York, ouais, c'était walou, quoi, je parlais rien du tout. Et, euh, et donc, en fait, bah, mon meilleur ami, c'est devenu mon mentor, mais lui aussi, ça faisait qu'un an qu'il breakait, donc en fait, on évolue ensemble. Et moi, j'avais du mal aussi, je dirais, à m'intégrer avec ben, les gens, enfin les b-boys, les b-girls en général, même les b-girls, parce qu'en fait, il y avait une certaine mentalité dans laquelle je ne me correspondais pas. Il y avait un côté très. Les premiers, en fait, pour être honnête, avec qui j'ai été exposée, c'était donc Quickstep et Rocafella de Full Circle, et mon pote, il était Full Circle. Et j'avoue, moi, franchement, je voulais trop être Full Circle parce que lui, c'était mon best friend, et puis voilà, j'avais pas de famille, j'avais pas de crew, donc forcément, tu sais, t'es là, tu vois les gens, et tu te dis, moi aussi, j'ai envie de faire partie de cette famille. Et pour être honnête,
ils m'ont jamais vraiment fait rentrer dans leur crew. En revanche, j'ai travaillé pour eux très rapidement. Donc, quand j'y travaillais, c'était encore un peu clandestin, tu vois. Donc, je faisais les spectacles pour eux parce que j'arrivais en fait à capter les chorégraphies assez facilement vu que j'avais déjà fait du pop, du lock et qu'en break, bon, bah, j'arrivais quand même à apprendre les choses assez rapidement. Mais c'était encore très. Il y avait comme une barrière en fait, du genre, nous on est la famille, et puis toi, bon, bah, t'as encore tes preuves à faire. Et c'est vrai que moi j'avais un peu du mal avec ça. En plus, eux, ils avaient du mal à comprendre ma relation avec mon pote. Et c'est vrai que moi, venant de France, et c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé en France, la relation entre. Enfin, en tout cas, de ce que je m'en rappelle, c'était que tu sois meuf ou mec, si t'es dans le même clip de la danse, et ben il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je sais pas comment ça se passe exactement derrière les portes, etc. Mais c'est vrai que c'était. Tu peux avoir du soutien des mecs, même si t'es une meuf, du moment que t'es dans le kiff dans ce que tu fais et que t'es motivée. Alors que quand je suis arrivée à New York, il y avait cette espèce d'ambiance. Les filles restent entre filles et les garçons restent entre garçons. Et moi, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre Ok. ce truc-là. Et eux, ils avaient du mal à me comprendre et ça partait souvent en petite réflexion du genre, mais c'est quoi ton délire avec Mark III et tout parce que ici, soit la big girl, elle sort avec le leader du crew, ou soit elle sort avec tous les gars. Enfin, tu vois, donc, et moi, j'étais là, non, mais enfin, pour moi, c'était tellement choquant que c'est vrai que j'avais du mal, en fait, à m'intégrer, même à créer des amitiés, en fait. Et lui, c'est vrai que c'est quelqu'un aussi, bah, de par ses origines, il est portoricain et dominicain. Et donc, c'était pas forcément l'américain. Enfin, il avait aussi une culture qui faisait que moi, je me retrouvais un peu, tu vois, de ma culture algérienne, etc. Donc, c'est très vite devenu la famille. Et du coup, je suis restée très, très proche de lui. Donc, pendant 2 ans, en fait, je m'entraînais qu'avec lui, avec mes potes de quartier. Et après, au bout de 2 ans, je suis rentrée très vite dans le Rocksteady Crew, moi. Et même ça s'est fait super naturellement. Personnellement, moi, le Rocksteady Crew, j'en avais rien à carrer, sans manque de respect. J'avais pas grandi avec Beat Street. Quand j'ai commencé à briquer à New York, le Rocksteady Crew, surtout Crazy Legs, il était trop mal vu. Tout le monde parlait mal d'eux. Donc, c'était pas du tout quelque chose qui m'inspirait, en fait. Et ça s'est fait naturellement parce que, en fait, je suis partie en tournée avec un DJ qui s'appelle DJ Slinky. Et quand je suis partie en tournée, donc il faut savoir que moi, je breakais que depuis 2 ans. Mais je me rappelle que, en fait, lui, il était toujours en mode, franchement, tes top rock, ils déchirent, mais alors le reste, catastrophe, quoi. Il parlait de mes footwork, etc. Et il me dit, quand tu rentres à New York, je te connecte avec LINS. Et, et franchement, parce que là, ça va pas, quoi. Et c'est vrai que moi ce que j'ai toujours kiffé, en fait, j'ai pas eu beaucoup de gens comme ça dans ma vie, mais des gens qui étaient honnêtes avec moi. Et donc, en fait, cette sincérité, en fait, moi, ça m'a toujours servi. Donc, du coup, c'est vrai que quand je suis retournée à New York, on est parti manger chez LINS, tu vois, dans le Bronx. Et la connexion, elle s'est fait naturellement. C'est-à-dire que, pareil, moi, LINS, franchement, je l'avais vu 2 fois. J'avais pas cette espèce de oh my god, c'est LINS. Non, c'est pour moi, je rencontrais un ancien et en plus, voilà, on a commencé à manger, etc. Et naturellement, il a mis la musique. Et puis voilà, on a fait des petites vibes, etc. Mais c'était pas du tout dans l'ambiance de venir en fait m'entraîner. Enfin, j'ai jamais eu en fait cette relation-là avec qui que ce soit. Donc tout s'est fait naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je galérais beaucoup à New York. J'étais toute seule, je faisais pas beaucoup d'argent, fallait payer le loyer, etc. Donc j'étais souvent en galère. Et donc tous les jours, en fait, lui et sa copine me disaient viens à la maison, on a préparé le lunch, tu vois, on a fait le déjeuner. Donc moi, en fait, j'avais même pas d'argent pour aller dans le métro. Un truc qui est cool à New York, c'est que tu peux quand même demander à quelqu'un de te faire passer, tu vois. Donc ça, c'est bien, même si t'es à la dèche à New York, tu peux quand même. En fait, je pouvais même aller à downtown et faire mes spectacles de rue. Donc partir downtown avec pas un sou en poche et revenir en fait avec de l'argent. Donc ça, c'était cool. Et en gros, en fait, j'avais un vélo. Et donc tous les jours, je partais de Harlem, parce que moi, j'ai toujours vécu à Harlem. De Harlem, je prenais mon vélo jusqu'au Bronx pour aller manger chez Elias et sa copine, en fait. Et comme voilà, bah, j'allais là-bas, j'avais bien mangé, hop, la musique, et on s'entraînait. Donc tout se faisait naturellement. Et c'est lui qui, en fait, très vite m'a dit, tu sais quoi, bon, je pourrais très bien te mettre dans les Zulu Kings et tout, mais en fait, ça serait mieux si tu serais Rocksteady, comme ça, toi et moi, on pourrait faire les battles, on pourrait faire les trucs, etc. Et moi, j'étais là, ouais, bah écoute, moi, je m'en fous, vas-y, comme tu veux. Et mais j'avais pas du tout, c'était pas de mon intention de devenir Rocksteady ou quoi que ce soit, tu vois.
Donc, en fait, un jour, il y a Crazy Legs qui se pointe dans l'appartement. Et limite, il était jaloux parce qu'il se dit, mais attends, ça fait combien de temps que vous vous retrouvez comme ça, et que vous faites des trainings, etc. Parce que lui, en fait, il s'était blessé il y a quelques mois, mais là, il allait mieux. Et donc, il avait un peu cette jalousie de voir des gens qui s'entraînent et qui kiffent et qui sont en train de manger. Et il a commencé à venir aussi. Sauf qu'après, Elias, il est parti en tournée. Donc, j'étais un peu en mode, j'étais un peu en galère, quoi. Et je me rappelle que Crazy Legs m'a dit, t'inquiète, lui, il part, mais moi, je vais rester, on va continuer à s'entraîner. Et franchement, pendant quelques mois, et ben, on faisait des trainings, je faisais des trainings avec Crazy Legs. Parfois, j'allais chez lui, pareil, sa girlfriend, elle faisait à manger. Enfin, bon, moi, si tu fais à manger, tu vois, je viens direct, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. S'il faut prendre mon vélo ou faire prendre le train, je viens direct. Et, euh, et pareil, lui, franchement, j'allais chez lui parfois, on s'entraînait. Et comme il savait que j'étais en galère, bah, il me donnait des boîtes de Red Bull. Et Red Bull, tu vois, je les prenais et je les vendais dans le magasin en bas de chez moi. Et je me faisais de l'argent comme ça. Donc en fait, au fur et à mesure, ben, la question s'est posée, ouais, est-ce que tu veux devenir Rocksteady? Et franchement, j'étais là, bah ouais, mais en même temps, je connais que toi, donc c'est un peu bizarre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait la connaissance avec tous les autres. Et c'est devenu une famille, quoi. Donc moi, ma relation avec Rocksteady, c'était vraiment une question de famille, plus qu'autre chose. Et comme je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un d'assez loyal, donc c'est vrai que ben, c'est les gens à qui je m'entraînais, avec qui je chillais, avec qui avec qui on faisait tous les battles dans le cercle, etc. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le crew, c'était vraiment une décision qui m'a vraiment fait pas mal de mal, mais bon, c'était devenu une nécessité. Et depuis, ben, j'ai jamais joint d'autres crews. Et franchement, bah, ces années-là, en fait, ça reste un peu sacré pour moi parce que c'était aussi l'année le plus active, on va dire. Et pourquoi t'as quitté le crew? Alors, j'ai quitté le crew parce qu'en fait, bon, je pense que Crazy Legs, il avait une certaine vision pour le crew. Il voulait que ce soit beaucoup plus basé sur un peu comme une compagnie, en fait. Tu vois, que ce soit au niveau des spectacles, des battles, etc. Je pense qu'il voulait en fait prendre ça dans une autre direction, et moi ça me parlait pas du tout. Moi pour moi c'était les cercles. Moi pour moi ce qui comptait c'est qu'on aille à tous les événements, et que même si on perdait dans la compétition, bah, on était dans les cercles et qu'on continue à faire du buzz comme ça, parce que pour moi le Rocksteady de toute façon c'était jamais un crew qui était censé en fait gagner tous les battles, parce que notre style de toute façon n'était pas forcément ce qui faisait gagner les battles, mais on s'en foutait parce que nous, on inspirait les gens à travers notre approche et notre style. Et ça, pour moi, c'est ce qui me faisait kiffer d'être dans le Rocksteady. Enfin, être Rocksteady, tout le monde me disait, ouais, t'as de la chance, ça t'ouvre des portes et tout. Je fais, ça m'ouvre des portes, mais ça m'ouvre surtout des embrouilles. Et parce que voilà, le Rocksteady, c'était en fait une marque de. Enfin, t'allais à un événement, il y avait forcément un battle qui allait se passer. Et moi, je kiffais ça, tu vois. Donc, ouais, je dirais qu'en fait, il y a eu beaucoup de nouvelles recrues qui sont arrivées dans le crew, qui eux aussi avaient une mentalité un peu plus basée sur la carrière et sur ce que Rocksteady pouvait faire au niveau commercial. Et ça cliquait pas du tout au niveau des mentalités. Et surtout à l'époque, moi j'avais un tempérament bien plus fort que maintenant. On va dire que je me suis un peu relaxe et tout, mais c'est vrai que pour moi, à l'époque, pour moi, c'était on avait une mentalité, il fallait la préserver, et je voulais pas en fait. Pour moi, c'était un peu comme vendre mon âme au diable, et ça correspondait pas. Et donc, j'exprimais beaucoup ma vision et ma façon de voir les choses. Et avec les anciens, ça clashait. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'être constamment dans la plainte et dans l'embrouille? De toute façon, en plus, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le crew quand moi je les joins. Donc, eux faisaient partie un peu des premières personnes avec qui j'étais amie et avec qui j'étais inspirée. Et ces gens-là, en fait, soit ils sont partis, soit ils se sont fait virer. Donc, je me suis retrouvée avec toute une nouvelle génération avec lesquelles je ne connectais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, au lieu d'être constamment dans le conflit, autant les laisser faire, en fait, leur truc à eux. Et faire mon propre chemin, quoi. Donc, bon, c'est vrai que ça a été un peu dur, parce que c'est comme si j'abandonnais en fait une partie de mon histoire. Il y avait aussi pas mal d'orgueil de ma part, hein, je vais pas mentir. C'était pour moi mon orgueil qui me disait, mais attends, c'est pas possible, je vais pas laisser cette nouvelle génération me prendre mon crew. Enfin, tu vois, j'avais un peu cette mentalité-là.
Et, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, c'est quoi, voilà, c'est comme ça. Et si vraiment tu n'es pas en alignement avec leur direction, et ben, tu dois assumer et en fait faire ton propre chemin. Donc je suis partie et honnêtement, bah, ça a été quand même aussi, ça a été comme un espèce de, tu sais, quand tu portes un bagage assez lourd pendant super longtemps et qu'enfin bah, tu te libères, honnêtement, ça a été, je me suis sentie légère, quoi, tu vois. Et ça m'a permis aussi de voler de mes propres ailes parce que c'est vrai que quand tu joues un crew qui a une telle histoire, une longue histoire, avec beaucoup de gens qui ont suivi ça, et puis toi, tu arrives en fait longtemps après, ben, même si toi, tu as l'impression de donner tout ce que tu as, t'es pas vraiment considéré en fait comme l'origine de l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as tout le temps ce truc-là un peu de ouais, mais toi, t'es pas de cette génération, non, mais toi, tu sais pas ce qu'on a vécu, etc. Donc, quand je me suis retrouvée seule, c'était un peu un délire. Bon, bah, tu sais quoi, maintenant, je crée ma propre histoire, mon propre truc, et qui même me suivent, tu vois? Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi, on va dire. Et t'as quand même réussi un peu à garder du lien avec les anciens membres du crew, ou pas? Ou t'as Ouais, carrément. complètement stoppé Il y ça? en a certains avec qui, de toute façon, ça passait pas trop de toute façon. Et moi, je suis pas quelqu'un qui force quoi que ce soit. Donc, voilà, on sait un peu à quoi s'en tenir. Voilà, chacun sait un peu de son côté. Et sinon, bah, comme je disais, il y en a plein qui, eux, étaient Rocksteady, qui ne l'étaient plus. Donc, de toute façon, le lien, il est resté. Avec Crazy Legs, on s'est pas parlé pendant beaucoup d'années. Et puis après, on s'est revus comme ça, par hasard, à un endroit. Et en fait, c'est comme si on s'est regardé, je me rappelle, on a éclaté de rire. Et après, voilà, quoi, tout ça, c'est derrière. Je pense que lui aussi, il a regretté pas mal de choses au niveau de bah, comment il avait géré un peu avec le crew, etc. Et puis, on était tous les deux voilà, dans une mentalité différente. Donc, voilà, tout ça, c'était un peu c'était derrière nous. Et puis après, ben, avec Cypher Addicts, moi, donc quand je l'ai créé, en fait, j'habitais déjà à New York quand j'ai créé le concept, le nom, tout ça, et j'en avais parlé à mes potes de Rocksteady Crew, et je leur avais dit, le jour où je le fais, je vous emmène tous avec moi. Donc surtout le DJ et le host Kulski et Irvin Arana qui étaient Rocksteady. Je leur en avais parlé en fait quand j'habitais encore à New York. Et en fait, bah, quand ça s'est fait, donc pas mal d'années après, à Los Angeles, bah, direct, je les ai appelés. Je suis allée, ouais, ça y est, je suis prête. Irvin, tu veux DJ, Kulski, tu veux être le host. Et donc voilà, même si on n'était plus rocksteady, bah, ça restait encore le crew, on va dire. Et puis on a commencé comme ça, quoi. Cypher Addict, quand tu le crées, c'est parce que nous, on le connaît depuis la France, etc. On sait que c'est un événement. On sait les choses que tu mets en place à Cypher Addict. Mais au moment où tu le crées, c'est déjà un événement ou c'est quoi? C'est un crew? Ou c'est vraiment c'est un événement? Moi, justement, Cypher Addicts, vraiment le truc que je voulais pas du tout, c'était que ce soit assimilé à un crew. Parce qu'en fait, ce que je voulais avec Cypher Addict, c'est que peu importe où tu es, dans quel crew tu es, même si toi et moi, par exemple, on s'entend pas à quoi que ce soit, mais si dans ton âme, tu es un Cypher Addict, bah, d'une manière ou d'une autre, on est connecté. Donc c'était plus un mouvement, en fait. C'était plus un mouvement de rappel, tu vois, rappeler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, lui dire, tu sais quoi, bah, toi et moi, on connecte parce qu'on est tous les deux des Cypher Addicts, tu vois ce que je veux dire. Donc ça n'a jamais été un coup. Ça a été plus considéré comme un mouvement. Et c'est ça qui était cool en fait, parce que j'avais même des gens avec qui on avait des vrais bifs. Je me rappelle Stuntman, on pouvait pas se saquer à l'époque. et, et le jour où il est venu à Cypher Addicts, en fait c'était trop top parce que je voyais qu'en fait pour lui il s'en foutait de Jet Skills, voilà, mais Cypher Addicts il connectait avec ça et son ego il l'a mis de côté, il est venu à Cypher Addicts, donc pour moi c'était une grande marque de respect. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé parce qu'en fait, ben voilà, c'était pour tous ceux qui avaient l'impression qu'en fait le côté culture était en train de disparaître. Et ben voilà, on avait un moyen de souder, de se retrouver, de souder les coudes. Et en fait, non, on était encore là et il y avait moyen de garder ça en fait vivant, quoi. Le mot cypher, c'est un mot qu'on utilise grave dans la culture hip-hop, mais pour des gens qui sont pas du tout de ce culture-là, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, tu vois. Ouais. Donc, juste pour resituer, en fait, un cypher,
c'est la manière basique de se rassembler entre danseurs hip-hop, entre danseurs de break, de se mettre en cercle et danser à l'intérieur. Mais il y a plein de manières de voir les cyphers en fonction des pays, des régions. Il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes manières de le faire. Pour toi, c'est quoi un bon cypher? Bah, tu sais, déjà, le cypher en général, même dans le rap, il y a ça. Quand ils font les battles, etc., c'est un peu. Ou quand ils font les spectacles de rue. Le cypher, en fait, c'est quand la foule se regroupe et naturellement, tu crées un cercle. Tu vois jamais une foule qui se met en ligne. Et c'est parce que le côté cercle, en fait, c'est même, ça fait partie de la culture dans le sens où ben, tu crées un cercle, tu crées une ambiance, tu crées une vibe. Chacun prend la vibe et l'énergie de l'autre. Et donc pour moi, un bon cypher, déjà, ouais, c'est un tout. C'est la. Enfin, moi, je suis hyper. Comment, je sais même pas c'est quoi on dit, mais pour moi, c'est la musique, mais c'est aussi la. Ça peut être la lumière, ça peut être le sol. C'est. Enfin, ça peut être tout n'importe quoi parce que franchement, tu peux faire un cercle même avec 3 personnes. Tu vois ce que je veux dire? 3 personnes, tu peux faire tu vois, un cercle. Et, et en fait, c'est ouais, c'est tout dans la vibe et dans l'ambiance et dans l'énergie en fait que tu dégages en fait. C'est pour ça que moi en fait j'ai toujours été attirée par ça parce que je retrouve pas ça dans les compétitions. Dans la compétition, t'as pas le cercle. Tu Mais vois. donc toi, en tant qu'organisatrice, voulant créer un événement qui met à l'honneur les cyphers, à un Mhm. moment donné, j'imagine que tu as dû te poser des questions, style, c'est quoi les bons ingrédients pour qu'il y ait un bon cypher, parce que j'en Ouais, veux dans mon ouais. événement. Et bah, pour Donc, moi, les bons ingrédients, c'est donc effectivement la musique et la vibe. Et quand je parle de vibe, c'est la lumière, c'est l'emplacement. Donc pour moi, le plus important, c'est toujours le, l'emplacement, donc la salle dans laquelle je faisais. Et souvent, en fait, moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que je voulais faire un événement qui, en fait, était de tout âge, mais avec une ambiance vraiment genre club. Et donc ça, c'était un problème parce que si je faisais ça dans les clubs, je pouvais pas faire venir les jeunes de moins de 21 ans, etc. Et pour moi, en fait, à la base, Cypherlix, c'était vraiment pour la nouvelle génération. C'était pour qu'ils soient exposés, en fait, à ça. Donc, je me suis retrouvée un peu le dos au mur en me disant, mais comment je vais pouvoir faire, en fait, recréer cette espèce de club vibe à un endroit où les jeunes peuvent venir. Donc c'est vrai que les studios de danse, c'était vraiment l'endroit où je pouvais faire les trucs. Mais alors tu rentres dans un studio de danse, le dernier truc que tu ressens, c'est le cypher vibe, quoi. Vraiment, t'as les miroirs partout, les lumières, c'est catastrophique. Donc en fait, moi, avec Cypher Addict, c'était vraiment... Les gens, ils se rendaient pas trop compte parce que quand ils venaient, en fait, l'ambiance était déjà faite. Et une fois que l'événement commençait, en fait, moi, j'avais plus... Enfin, contrairement aux promoteurs en général, où vous êtes souvent dans l'organisation pendant l'événement, ou au micro, ou à juger ou quoi que ce soit. Moi, en fait, dès que l'événement commençait, ça y est, je pouvais respirer. Donc, parce qu'en fait, mon travail, il se passait justement avant pendant des heures où enfin, surtout dans les débuts, tu me vois, je ramène mes lumières, je couvre tous les miroirs. euh, Enfin, je fais vraiment, en fait, le truc typique de Cypherdic, c'est que je prenais une salle et je la transformais en fait. Je la transformais pour que quand tu rentres, tu aies vraiment l'impression d'être dans un club. Et surtout pour que les enfants ils rentrent et ils aient l'impression d'être dans un club, alors que voilà, il y en a, ils ont 12 ans et ils sont dans un endroit euh, ben, safe et qu'ils peuvent avoir un délire dans les cyphers avec même des légendes ou quoi que ce soit et que pour eux, bah, ça paraisse un peu authentique. Mais donc pour moi, c'est vrai que c'était ce qui était difficile aussi quand je voyageais avec Cypher Addicts et que je travaillais avec d'autres promoteurs parce que pour eux, ils comprenaient pas pourquoi j'étais aussi à cheval sur la lumière, le sol, tout ça, parce que pour eux, bon, voilà quoi, arrête de nous saouler, c'est bon, c'est juste des cercles. Mais pour moi, c'est pas que des cercles. Pour moi, c'est tout. Donc, c'est vrai que c'était hyper important à chaque fois. Donc, les lumières rouges de Cypher Addicts, c'était aussi hyper mythique. Chaque fois que tu vas à un événement, tu as des lumières rouges, c'est Cypher Addicts. Et, euh, et parce que ça te mettait dans une certaine ambiance aussi. Et donc, dès que tu rentrais, voilà, les lumières rouges, tu savais que tu étais à Cypher Addicts et ça te mettait déjà dans l'ambiance et dans le kiff, quoi. Donc, donc, pour moi, ouais, la musique et, et la vibe, trop important. Je change légèrement de sujet parce qu'il nous reste 10 minutes et j'aimerais bien qu'on aborde quand même un sujet avant la fin de la conversation, mais ça a quand même un lien avec Cypher Addicts parce que, Ouais. entre autres, quand tu crées cet événement-là, tu te poses aussi la question de comment mettre en avant les big girls, donc les filles qui dansent le break
dans la scène break en général. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et que du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de big girls qui s'y intéressent et pour qui tu peux être une référence aussi en tant que danseuse. Donc déjà, c'était intéressant que tu parles du fait que pour toi, en France et aux États-Unis, à la base, l'intégration des filles qui dansent le break se fait pas de la même manière exactement. Est-ce que, peut-être en ayant discuté avec des big girls ou en ayant eu des témoignages, etc., t'as l'impression qu'il y a des choses qui reviennent quand on est une meuf et qu'on veut se mettre au break? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent freiner les meufs? Est-ce qu'il y a des complexes qui apparaissent? Est-ce que t'as l'impression que c'est... Ou alors est-ce que t'as l'impression que c'est une culture qui est très inclusive pour les femmes qui commencent cette danse? Bah déjà, pour être super honnête, quand j'ai commencé CyberAddicts, j'avais pas du tout les big girls en tête. Franchement, Ok. c'était pas du tout dans ma tête. Parce que pour moi, une fois de plus, mon histoire, elle s'est faite en tant que breaker. J'ai jamais eu en fait cette espèce de... À part certaines personnes qui ont voulu faire ça pour moi, mais moi, je l'ai pas ressenti en fait dans mon histoire, je l'ai pas ressenti. J'ai toujours senti qu'en fait, c'était un breaker, soit big girl ou b-boy, et que tu es à fond dans ta discipline, de toute façon, bah voilà, les gens vont te respecter et il n'y a que ça qui compte. Ça a été mon histoire. C'est que récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, mon histoire, c'est que la mienne. Certaines d'autres le partagent aussi, mais il y en a beaucoup qui ont énormément galéré et souffert de justement, ben, de par cette danse qui est de toute façon, faut pas mentir, c'est une danse qui est définitivement beaucoup plus masculine dans le sens où si ça ne l'était pas, il y aurait beaucoup plus de big girls de toute façon. Ça demande une certaine... Ce que je veux dire par là, c'est que quand que ce soit dans le jazz ou dans le ballet, bon bah, c'est automatiquement plus... Tu vois, on a tous une énergie féminine et une énergie masculine. Tous. Je pense que les big girls qui sont dans le break ont un côté énergie masculine un petit peu plus développé peut-être que sur certaines autres femmes. C'est ce qui fait que tu es attiré par cette danse-là. Ça fait pas de toi une tomboy ou quoi que ce soit. C'est juste que ton énergie... Moi, je sais que j'ai une énergie masculine. Même si mon énergie féminine, je la respecte et je la kiffe, voilà, c'est quelque chose qui, en moi, qui ressort. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi poussée vers le break. Donc, pour certaines personnes, quand tu as justement cette énergie-là et que cette discipline te fait kiffer, c'est vrai que tu y vas peut-être naïvement et tu t'attends à ce que chacun te reçoive avec les bras ouverts. Mais un truc qui est sûr, c'est que le break, de par son origine, c'est pour ça que la nouvelle génération parfois a du mal à comprendre. Mais il faut savoir que cette danse a été créée avec un certain struggle, enfin une certaine galère sociale, qui fait que même si les gens se sont mis dans le break et que oui, le break, ça leur a permis de sortir des galères et des gangs, etc., la personne, elle reste qui elle est et les traumas qui ont été associés avec l'enfance ou avec les gens avec qui ils étaient autour, ils restent là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste et ça se donne aussi aux autres générations selon en fait le contexte dans lequel tu le trouves. Mais pour une fille qui, par exemple, vient d'un contexte, tu vois, totalement en dehors de la galère sociale ou de conflits, quoi que ce soit, je peux comprendre que ça soit intimidant et aussi euh, que le manque de motivation soit là quand tu as des gars en face de toi qui, en fait, sont plus intéressés par ce que tu fais après l'entraînement, tu vois, que ce que tu fais pendant l'entraînement. En gros, s'il y a moyen de sortir avec toi ou quoi que ce soit. Donc, je peux comprendre que ce soit un refrain à cette motivation. Et honnêtement, j'ai pas vraiment les mots j'ai pas vraiment les solutions dans le sens où c'est tellement individuel. C'est-à-dire que forcément, on demande, oui, on demande que les hommes soient plus respectueux. En même temps, la femme, est-ce que c'est aussi à elle de venir dans ce milieu en sachant qu'il y aura certains conflits qu'elle va devoir peut-être vivre? Je sais pas, en fait, je pense que c'est la période et la génération qui est en train de justement diguer dans tout ça. Donc pour le coup, c'est une bonne chose, mais du coup, ça remet en question tellement de choses aussi, donc c'est un peu complexe. Je pense que c'est un podcast
pour lui-même parce que c'est hyper complexe et comme je disais, on a tous et toutes une approche vraiment, vraiment différente. Moi, les histoires que j'entends de big girls qui ont vécu des choses atroces, franchement, ça me brise le cœur, non seulement pour elles, et en plus, ça me brise le cœur parce que je me dis, mais pourquoi elle et pas moi? Donc, il y a une espèce de sentiment comme ça, de culpabilité, et aussi et de se dire, mais comment ça se fait qu'elles ont vécu ça, que moi je l'ai pas vécu? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Bref, il y a plein de remises en question qui se passent, et c'est vrai que moi, la seule chose où j'avais l'impression que je pouvais en fait apporter quelque chose et une différence, c'était du côté en fait euh, opportunité. Parce que tout ce qui est côté en fait relationnel, honnêtement, c'est quelque chose qui pour moi en fait, ça me paraît même encore aujourd'hui un peu difficile. Et je sais qu'il y en a, c'est plus des experts dans ça. Tu vois, ils ont peut-être vécu des choses qui font que ben, ils arrivent maintenant à expliquer à la communauté quel est le bon comportement, comment faire les choses, etc. Moi, je suis quelqu'un, comme je le disais avant, je cherche pas en fait à manger à tous les râteliers. Et là où je sens que je peux apporter quelque chose, je me focus là-dessus. Donc là où je sentais que je pouvais apporter quelque chose, c'est que je sais qu'avec ma voix et avec ce que j'avais en fait créé avant, je pouvais aller voir des promoteurs et leur dire bon, maintenant ça suffit. Les événements comme ça où vous êtes bien content d'avoir des big girls qui viennent et qui vous soutiennent et qui sont là chaque année à votre événement ou quoi que ce soit, ça vous fait plaisir. Mais en attendant, on n'a toujours pas un one-on-one big girl avec un vrai cash prize qui a de la valeur. Et on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas les mêmes tournées, on n'a pas les mêmes sponsoring. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je pouvais faire de par les relations que j'avais créées, mais aussi le travail que j'avais fait derrière moi. Et ça a été aussi très compliqué parce que moi, il faut savoir qu'avant BC One, avant qu'il fasse la catégorie Big Girl, ça faisait 5 ans depuis le BC One qui s'était pas produit au Brésil que moi je parlais avec les organisateurs, que je leur disais, les gars, là, il est temps, je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose pour les Big Girls et ça serait cool que vous le fassiez. Et ça a pris quand même 5 ans de constant en fait, échange d'emails ou de quand on se voit, j'en parlais, je disais. Et comme ça se passait pas, en fait, je me suis dit, bon, bah, au lieu d'attendre après eux, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour essayer de leur montrer que ça fonctionnerait? Et je dis, bah, tu sais quoi, à travers Cypher Addict, donc ça fait déjà 5 ans que je faisais Cypher Addict et j'avais rien fait du tout de particulier pour les big girls. Ça, pour être honnête, pour moi, Cypher Addict, c'était pas du tout un mouvement pour les meufs, c'était pour les breakers et je voulais pas du tout que ce soit considéré comme quelque chose de euh, fille ou garçon ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans, après avoir quand même créé un certain mouvement, je me suis dit, bah, autant utiliser cette plateforme et en fait aller dans le next mouvement qui pour moi était, bon, comme ils disent ici, woman empowering, mais de façon en fait subtile. Parce que franchement, pour moi, quand tu forces un peu les choses, ça passe pas, surtout avec les hommes dans le break. Parce que voilà, une fois de plus, l'ego, l'orgueil, et puis surtout, parfois, t'as pas envie d'être forcé en fait dans certaines choses. Et c'est vrai que de faire ces battles en fait entre B-boy et B-girl, ça restait dans le concept de Cypher Addict. Et ça a montré aussi, ça a montré non seulement que les big girls avaient ce qu'il fallait pour en fait avoir leur propre plateforme, etc. Mais en plus, ça a resté dans l'ambiance de l'événement et ça se passait super bien. Et d'ailleurs, à chaque fois que je faisais un événement avec une big girl, bah, elle se faisait sponsoriser après. J'ai commencé avec Maka, ça a été quand même la première big girl sponsorisée par Monster. Donc Maka, elle avait fait le premier battle avec Kid David. Après, il y a eu Ami qui a fait le battle contre Victor. C'était contre Victor, je crois. Ouais, et donc elle a été la première big girl sponsorisée par Red Bull. Donc en fait, c'était cool parce que même si indirectement, je savais bien que ces gens-là, ils voyaient ce que je faisais aussi. Et il n'y avait pas de direct. Enfin, pour eux, il n'y avait pas de directe corrélation officielle. Mais honnêtement, les gens le voyaient. Et puis même moi, je savais que en fait, ce que je faisais, ça fonctionnait parce que ça permettait aux gens de voir qu'effectivement, bah, les big girls avaient leur chance aussi. Mais au niveau, je dirais, professionnel. Parce que autant je suis pas à fond dans les compétitions, etc. Mais autant pour moi, en ce qui concerne la carrière et même au niveau de l'argent, tu sais, genre pour moi, c'est trop important en fait. Et donc c'était un peu ma mission dans ce truc-là. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'ai l'impression quand même que ça a quand même pas mal fonctionné. Aujourd'hui, du coup, ça fait 2 ans
que au Red Bull BC One, donc qui est l'équivalent du championnat mondial en solo en break, qu'il y a la catégorie Big Girl. Donc c'est que depuis 2 ans que cette catégorie est née. Elle est née entre autres parce que il est arrivé une année qu'il y ait une Big Girl qui le fasse pour la catégorie mixte, on va dire. Ouais, Mais il n'y a d'ailleurs, jamais eu de Big Girl. c'est Cypher Alex. Oui. Voilà, ok. Et donc, ça fait que 2 ans que les Big Girls, qu'il y a une catégorie Big Girl à ce championnat qui est une référence. Est-ce que pour toi, c'est juste une étape dans l'avancée de la reconnaissance que les Big Girls ont complètement leur place dans cette communauté? Est-ce que l'étape suivante, ça serait pas que il y ait plus de différence de niveau en fait et qu'on fasse même plus une catégorie Big Girl et B-Boy, mais qu'ensuite ce soit une même catégorie et que peut-être que dans 5 ans, on retrouvera en finale du Red Bull BC One une meuf contre un gars? Ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il y ait quand même cette séparation Big Girl, B-Boy? Ça aussi, c'est une question tellement complexe et les gens sont souvent choqués de ma réponse parce que, honnêtement, c'est peut-être aussi parce que les compétitions, en fait, pour moi, c'est tellement. Enfin, moi, pour moi, c'est un business. Honnêtement, quand je vois les compétitions, c'est plus le business de ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu joues le jeu de carrière, autant le jouer à fond, tu vois. Et pour moi, catégorie Big Girl a plus de sens parce que tu seras plus vu, tu auras plus d'opportunités, tu auras plus de sponsors, tu auras plus de visualité en fait. Il faut pas mentir, si tu n'as que la catégorie, de toute façon ça se serait fait déjà. Si tu n'as qu'une catégorie, ce qu'ils faisaient avant, les Big Girls elles n'arrivent pas en finale. Pourquoi? Parce que le niveau de compétition qui est en fait, euh, on va dire, considéré par les juges ou par même les gens en général, c'est un niveau que souvent les femmes n'atteignent pas. Et elles ne l'atteignent pas parce qu'elles apportent quelque chose d'autre à la danse qui n'est pas forcément ce que les gens recherchent en compétition. Ce qui fait que tu vas avoir des super big girls qui vont faire le battle et tu vas pas les voir en finale. Et c'est pas parce qu'elles sont nulles ou parce qu'elles sont pas assez bonnes, c'est parce qu'en fait, ben, dans ce genre de. Même quand t'entends quand t'entends la foule qui devient ouf, en général, c'est parce que t'as des b-boys qui font des trucs un peu super dynamiques et acrobatiques. T'en as quelques-uns qui viennent donc avec beaucoup plus de style et de fondation, etc. Mais même eux, ils galèrent pour arriver en finale. Donc c'est même pas une question de fille de garçon, c'est une question de style. Donc t'en as comme Ami ou même Cassette. Même Cassette, techniquement, elle est au top. Mais tu les mets contre des Lil Zoo ou d'autres gars et bah, au niveau compétition, ça passe pas forcément. Donc ça veut dire que tu retires des opportunités aux big girls. Et quand je parle d'opportunités, honnêtement, faut pas mentir. Enfin, moi j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants. Ça fait 20 ans que je suis dans le break. J'ai passé le stade de on fait ça pour le kiff. Moi, oui, même à 38 ans, je peux dire que le break, ça reste mon kiff et un plaisir. C'est pour ça que j'ai pris des décisions dans ma vie qui font que je suis pas tributaire de la danse parce que je le voulais pas. Mais quand je vois ces jeunes big girls qui sont à fond, qui même te parlent de non, moi je veux pas d'enfant parce que ça va aller à l'encontre de ma carrière, etc. C'est un tel sacrifice que moi je vois quoi? Je vois que l'essentiel qui est de bon, bah, si c'est ton sacrifice et que tu veux vraiment être considéré comme the top of the top, tu vois, bah en gros, même si ça veut dire que tu devras faire que des catégories big girl, que ce soit aux Jeux Olympiques ou à BC One, etc., bah pourquoi pas? Parce que tu auras plus de visibilité. Et ça, de toute façon, c'est ce qui compte dans la nouvelle génération, c'est la visibilité, on est d'accord. Nous, on était là dans les cercles, il y avait que les gens qui étaient là pour nous voir, et on les faisait kiffer eux, et après, c'était, voilà, ils racontaient aux gens, et c'était ça notre kiff aussi. On est dans une telle différente génération que maintenant, en fait, si ça n'a pas été vu sur Instagram, c'est comme si ça n'avait pas existé déjà. Donc, je dirais qu'en fait, franchement, les catégories séparées, c'est mieux au niveau des opportunités qui peuvent en découler. Maintenant, oui, idéalement, bien sûr que je préférais qu'il y ait juste une catégorie et que les big girls puissent en fait arriver au top et gagner. Évidemment que je préférerais ça. Mais c'est quelque chose qui s'est jamais vraiment fait avant. Et honnêtement, même si ça se fait, ça se fera peut-être de temps en temps, mais pas suffisamment, contrairement à si tu as justement les catégories séparées. Ça, c'est juste Oui, mon avis. Hein. Mm, mm. Et, De temps en temps, peut-être que c'est aussi des choses qui sociologiquement bougent tellement lentement de toute manière tout à fait. que
Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que maintenant, c'est cool de créer des opportunités et que si on continue ce travail, sur le long terme, peut-être que dans 20, 30, 40 ans, vu que c'est des choses qui bougent doucement, on aura la chance de voir que les niveaux s'homogénéisent et C'est clair. que Non, mais tout à fait. Mais après, je pense aussi que, je sais que c'est bientôt fini là, mais mon approche aussi au niveau de la big girl et du b-boy de toute façon est tellement différente. Je pense qu'on est tellement bloqué sur le côté compétition que malheureusement on passe à côté de tellement de choses pour les big girls parce que une big girl, la femme en général a et c'est ce qui est dommage aussi dans la société, mais la femme en général a une possibilité d'inspirer de façon que l'homme ne peut pas, de toute façon, en général. Et il y a tellement matière à faire au niveau de la big girl. En dehors, je dirais, des événements, de ça, tu vois, au niveau de. Je parle même de. Pour que la big girl soit même exposée au monde en général. Tu vois, il y a tellement de façons que ça pourrait être fait de façon subtile, de façon inspirante. Et malheureusement, je trouve que les gens qui ont les possibilités de faire ça ne le font pas parce qu'ils sont tellement en fait focus sur l'événement lui-même, la compétition en elle-même, qu'en fait, on passe à côté de tellement de choses, que ce soit des interviews, que ce soit des projets. Parce qu'au bout d'un moment, moi, ça fait que 20 ans que je suis dedans, il y en a, ça fait des 30-40 ans. Et je me demande, en fait, comment ils ne sont pas, en fait, saoulés de la même chose et comment ils ne sont pas, en fait, dans le désir de vouloir faire d'autres choses, même culturellement, pour le monde en général. Je trouve qu'en fait, on est hyper fermé dans notre milieu. On pourrait faire tellement de choses, même pour le monde en général, en dehors du break. Et on reste tellement en fait cloîtré dans nos événements. C'est pour ça qu'on n'évolue pas comme le skate ou d'autres cultures. Et je pense que les femmes, il y a pas mal de choses qui pourraient se faire. Enfin, je sais que moi j'ai tout le temps plein d'idées, etc. Mais ceux qui ont les opportunités et les moyens de le faire, ben, je sais pas, soit ça leur parle pas, soit ben, ils sont un peu bloqués sur. c'est grave intéressant. Et comme tu le dis, c'est vrai que ça serait trop l'occasion d'un autre podcast pour parler Ouais, que de ça, parce qu'il y a moyen d'aller, comme tu dis, c'est des questions très subtiles, et il y a moyen tellement de changer les centres des débats pour dire, bon ben oui, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, comment, en quoi le corps est différent, en quoi ça peut s'utiliser de manière différente. Et c'est vrai que c'est des sujets longs, mais qui sont passionnants. Mais malheureusement, on arrive à la fin. ouais. Et donc on va devoir abréger. Et pour la fin, on a un petit rituel. À chaque fois, on demande à la personne qu'on interviewe avant de d'écrire la personne suivante en 3 mots et de lui poser une question. Et la personne qu'on a eue juste avant toi, c'était Bruce Wayne du crew Total Feeling, d'un crew de France. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Bah, tu vois, Et du coup, les 3 mots qu'il t'a donnés, c'est marrant, il y a 2 mots qui se rejoignent. C'est la pression, tu sais. C'est marrant, il y a 2 mots qui se rejoignent un peu. Il a dit discrète et mystérieuse parce que il ah ouais. disait, il disait que vous croisez, vous vous êtes souvent croisés à des jams ou à des battles, etc. Et que vous avez souvent été aussi dans les mêmes milieux, etc. Mais mais que vous avez rarement échangé. Et du coup, il disait, bah, je vais dire discrète et mystérieuse parce que je me demande souvent ce qu'elle pense, etc. Mais on n'a pas eu la chance d'échanger. Et ensuite, il a dit, et franchement, je vais dire le mot fresh, quoi, parce qu'elle est fresh, tu vois. Ah, c'est trop gentil. Et la question qu'il t'a posée, et on l'a un petit peu abordé finalement déjà au début, mais il demandait quelles étaient les différences qu'il y avait entre la scène breaking américaine et la scène breaking française au moment où toi t'es arrivé aux États-Unis. Euh, Bah, honnêtement, c'est super difficile pour moi de parler de comment la scène. Pour te donner les références, quand j'ai commencé à breaker, je crois que les big girls en France qui faisaient du buzz, en fait, c'était Bibiche, Valentine euh, et Soraya. Soraya. Mhm. Donc, ça, Ouais, Babysson, ouais. mais c'est des filles que je n'ai jamais vues sauf Bibiche parce qu'elle est venue à New York, mais je les ai jamais vues en fait en live. Donc c'est pour te dire à quel point j'étais vraiment pas du tout exposée au break en France. Donc Ok. euh, c'était vraiment plus popping, locking, ça c'était vraiment mon truc. Mais le break, non, j'ai vraiment pas. Malheureusement, franchement, c'est un regret que j'ai. Euh, j'ai pas été assez exposée pour même pouvoir en fait faire une comparaison honnête et sincère. D'accord. Et du coup, la personne qu'on reçoit après toi, je sais pas si tu vas la connaître, c'est une popeuse française.
qui s'appelle Sonia Belhadj Brahim, qui fait du popping, Peut-être que je l'ai déjà vu. peut-être. Mais Oh. du coup, si tu la connais pas, tu vas peut-être pas pouvoir la décrire en 3 ouais. mots. Mais, Mais mais sachant que... Non, j'allais dire, si Pardon. c'est une popeuse et française, je suis sûre qu'elle déchire parce que, pour le coup, je trouve que les françaises popeuses, mais elles déchirent trop. Hein. Ouais, mais franchement, elle est vraiment trop forte. On est bien content de la voir au prochain J'ai déjà vu podcast. ça qui me. Ah, je suis trop déçue là. C'est pas grave, au pire, tu iras faire un tour. Tant pis pour les 3 mots. Mais Ouais. sachant que c'est une popeuse et qu'elle est sur la scène française et qu'elle fait aussi des créas, etc., peut-être que tu as une question que tu veux qu'on lui pose de ta part. Elle a quel âge? Je crois elle doit avoir pas loin de la trentaine. Ok. Bah, est-ce que, franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense entre la West Coast et le pop enfin, de la West Coast. Le niveau, en fait. Parce que moi, personnellement, je trouve que les françaises popeuses déchirent. Donc, est-ce qu'elle a l'impression que le niveau français est bien meilleur que le niveau aux États-Unis et surtout dans la West Coast pour les femmes? Ok, trop bonne question parce qu'on l'aurait sûrement pas posée, donc Ouais, ça non, tombe bien. ouais. De mon point de vue, après, c'est vrai que je suis pas hyper exposée au funk styles comme j'étais avant. Donc, je suis désolée, mais je vais définitivement la checker. Cool. Mais écoute, Jeskills, merci, ça faisait trop plaisir. Grave, c'était trop du lourd. Merci à vous pour ma première interview en France, enfin, au bout de 20 ans. Et ouais, yes. Non, puis en plus, nous, avec l'événement qu'on organise, Who Got the Flower, je sais que ça nous ferait très plaisir de t'y accueillir. Bah, Donc, de toute façon, tu auras sûrement de nos nouvelles, un de ces 4. Et en attendant, on te souhaite bonne continuation. merci Grave. et au plaisir de se parler en vrai, quoi. Tu vois, ça serait cool. Carrément. Carrément, ouais. Voilà. De ouf. Merci. Ciao. Vas-y, à la prochaine. À plus. Bye.